Bienvenue dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 20, on va se poser la question de savoir si les HPI sont plus dépressifs que les autres. Depuis l'Antiquité, les individus dotés d'une intelligence exceptionnelle ont suscité l'attention et l'admiration. Les Grecs anciens, par exemple, reconnaissaient les enfants prodiges et adaptaient leur éducation en conséquence. Au Moyen-Âge, les jeunes esprits brillants étaient souvent envoyés dans des monastères pour y recevoir une formation adaptée à leurs capacités. Le tournant scientifique majeur survient au début du XXe siècle avec Alfred Binet, qui développe en 1905 la première échelle métrique de l'intelligence, permettant d'identifier les enfants nécessitant une éducation spécialisée. Par la suite, Lewis Terman, psychologue américain, mène une étude longitudinale dès 1921 sur des enfants à haut quotient intellectuel, jetant les bases de la compréhension moderne du HPI. Cependant, l'après-Seconde Guerre mondiale voit un ralentissement des recherches sur le sujet en raison de préoccupations éthiques liées à l'eugénisme et d'une focalisation accrue sur l'égalité des chances. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que l'intérêt renaît, notamment en France avec Jean-Charles Terrassier qui fonde en 1971 l'Association nationale pour les enfants surdoués, mettant en lumière les besoins spécifiques des enfants HPI. Aujourd'hui, bien que la reconnaissance des HPI soit plus répandue, ils sont encore parfois perçus à travers le prisme de la souffrance et des stéréotypes, alimentant des croyances souvent erronées. Dans cet épisode, je vais vous aider à déconstruire les mythes sur la fragilité et la vulnérabilité des enfants et des adolescents HPI. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Jean-Charles Terrassier donc attire l'attention sur les enfants précoces en 1979, mais il a du mal à intéresser tout le monde. Pour cela, il met l'accent sur les besoins particuliers des enfants HPI. Et là par contre, ça fonctionne, il a du monde qui s'intéresse enfin au sujet. Et depuis, il est courant de penser que les enfants et les adolescents HPI sont plus fragiles ou vulnérables sur le plan émotionnel et social. Hélas, les recherches contemporaines nuancent cette vision. Contrairement à certaines idées reçues, les enfants HPI ne présentent pas systématiquement une vulnérabilité accrue aux troubles mentaux. Des études montrent que les troubles de santé mentale, les difficultés sociales, l'anxiété ou la dépression ne sont pas plus fréquents chez les individus HPI que dans la population générale. En fait, même, certains travaux suggèrent une résilience supérieure chez ces individus. Concernant l'hypersensibilité, elle est souvent associée aux personnes HPI. Mais il est important de noter que ce trait de caractère, l'hypersensibilité, ça n'est pas une caractéristique exclusive aux HPI, loin de là. Environ 20 à 30% de la population générale présente une sensibilité élevée, indépendamment du quotient intellectuel. Alors, par leur fonctionnement cognitif, les HPI ont tendance à avoir une sensibilité accrue, mais ce trait n'est pas systématique et on ne peut pas le rapprocher des HPI à tous les coups. On a parlé déjà dans ce podcast de la dysynchronie. Souvenez-vous, c'est le décalage entre le développement intellectuel et les autres sphères émotionnelles, sociales, physiques observées chez les enfants HPI. Terrassier en parle beaucoup et très bien dans son livre Les enfants surdoués. Ce décalage, effectivement, peut entraîner des difficultés d'adaptation, et notamment à l'adolescence, mais ces défis ne sont pas insurmontables. Ils peuvent être atténués par un environnement compréhensif et adapté. Les parents jouent un rôle très important dans la diminution des effets négatifs de la dysynchronie et ils doivent accompagner le développement psycho-affectif de leur enfant par une posture qui est particulièrement bienveillante, compréhensive, mais ferme en même temps. Il est essentiel de reconnaître que la dysynchronie, ça n'est pas une pathologie. Parfois même, on pense qu'il y a de la schizophrénie dans la dysynchronie. C'est une erreur. Des diagnostics de
schizophrénie sur des enfants HPI font beaucoup de mal. Donc il faut être très prudent concernant ce trait de caractéristique chez les HPI. Il est souvent présumé aussi que les enfants HPI réussissent toujours brillamment à l'école. Mais certains peuvent rencontrer des difficultés scolaires, dues notamment à un manque de stimulation par le système éducatif, de l'ennui en cours ou des troubles qui sont associés au fait de ne pas être suffisamment challengé dans son parcours intellectuel. Il est donc essentiel de ne pas généraliser et de considérer chaque enfant dans sa singularité. Il faut toujours porter une attention particulière pour éviter la sous-performance ou le décrochage scolaire chez les élèves HPI. Donc, c'est un environnement bienveillant, stimulant, qui est déterminant pour le bien-être des enfants HPI. Ils ne présentent pas de troubles particuliers plus que dans le reste de la population. Des approches pédagogiques différenciées comme l'enrichissement, l'accélération peuvent répondre à leurs besoins spécifiques et éviter des burn-out scolaires qui ressemblent très très fortement à de la dépression. Bien sûr, les ados HPI, ce sont des HPI, mais ce sont aussi des ados. Ils ont donc ce petit côté blasé, un petit peu désabusé qu'on a à cette période de la vie. Ils ne sont pas dépressifs ou plus dépressifs pour autant. Il est important de favoriser des relations sociales de qualité avec des pairs qui partagent leur centre d'intérêt similaire et pas forcément dans leur classe d'âge. Ça va leur permettre de surmonter ce fameux sentiment de décalage qu'ils ont depuis le début de leur enfance. Il est essentiel de déconstruire les mythes entourant la fragilité supposée des enfants et des adolescents HPI. Arrêtez de diagnostiquer le HPI, ça n'est pas une maladie, on le détecte. Plutôt que de considérer les enfants HPI comme vulnérables par nature, il est nettement plus juste de reconnaître que leurs défis résultent souvent d'un environnement inadapté à leurs besoins spécifiques, principalement dans le système scolaire. Mon conseil, c'est toujours d'offrir un accompagnement approprié aux jeunes HPI, ce qui va leur permettre de s'épanouir pleinement et ensuite de contribuer de manière significative à la société, comme le HPI le leur permet. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.